Bienvenue à notre exploration d'aujourd'hui. On se penche sur une figure québécoise vraiment fascinante et assez insaisissable du 19e siècle. Édouard Duquet. Oui, un jeune écrivain qui semblait prometteur et qui va disparaître complètement pour se réinventer de manière assez spectaculaire aux États-Unis. Ah oui, sous l'identité du vicomte A.E.D. de Rupert. C'est ça. Et notre guide principal pour cette histoire incroyable, c'est la biographie de Rémi Ferland, Le secret d'Édouard Duquet. C'est une enquête vraiment remarquable, mais Ferland le dit lui-même, c'est compliqué. Reconstituer une vie si lointaine, sans archives familiales, sans descendants directs, c'est un peu comme un puzzle où il manque plein de pièces, quoi. D'accord, notre mission aujourd'hui, donc, c'est d'essayer de cerner cet homme aux multiples visages. Qu'il était vraiment derrière tous ces masques. On va regarder un peu sa jeunesse, son unique roman, sa première disparition, et puis sa transformation en aristocrate français. C'est une histoire de caméléon, c'est clair. Pleine de rebondissements et, il faut le dire, d'une audace assez folle. Alors, commençons par le début au Québec. Édouard Duquet, il naît en 1846. Son père, Joseph, est instituteur. Une figure importante, on dirait. Ah oui, absolument. Joseph Duquet, c'est pas juste l'instituteur du village. Il est aussi maître de poste, secrétaire municipal. Une figure locale, respectée, oui, mais aussi au cœur d'un conflit assez violent à Saint-Valentin, là, vers 1859-1860. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une histoire assez trouble d'attaque nocturne contre la maison de la famille Duquet. Et juste après, Joseph est accusé d'avoir mis le feu à la grange d'un de ses opposants politiques. Carrément. Oui. Bon, il sera finalement acquitté, ou alors les charges ont été abandonnées, on ne sait pas trop, mais l'épisode est très violent. Et Édouard, il a quel âge à ce moment-là? 13, 14 ans? C'est ça. Difficile de penser que ça ne l'ait pas marqué profondément. Oui, on imagine. C'est ce que le biographe Ferland suggère. Tout ce climat de violence, l'arrestation du père, la suspicion dans le village, ça a pu forger chez le jeune Édouard un esprit de révolte, une certaine méfiance vis-à-vis de l'autorité. Et peut-être aussi ce besoin de fuir, de réinventer sa vie. Surtout qu'il y a aussi l'ombre d'un frère aîné qui aurait fugé à 17 ans. Ah oui, des modèles d'évasion assez tôt finalement. Exactement. Bon, il fait ses études au collège de Mont-Noir. Et là, on insiste beaucoup sur l'anglais, c'est ça? Oui, et ça va être un atout majeur pour sa vie future aux États-Unis, évidemment. Il est brillant apparemment dans les matières littéraires, mais il quitte avant la fin. Oui, il quitte après la rhétorique en juillet 1865. Il a 19 ans. Et après, il y a une période un peu floue, d'environ 14 mois. Et on le retrouve où? À Québec, en septembre 1866. C'est là qu'il rédige la préface de son roman « Il n'a que 20 ans ». Son premier et unique roman sous son vrai nom, Pierre et Amélie. C'est ça. Ça se passe en Nouvelle-France, au XVIIe siècle. Une histoire d'amour assez classique. En apparence, oui. C'est très clairement une imitation, ce qu'on appelait un démarquage à l'époque, du fameux Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre. Ah oui, d'accord. Avec aussi des influences de Chateaubriand, Atala, Lénach. Bon, l'imitation, c'était courant dans la littérature québécoise qui naissait à peine. Mais il adapte quand même, hein. Oui, il adapte. Le contexte est québécois, les missionnaires jouent un rôle, et surtout, la fin est très différente de Paul et Virginie. Ah, ouais, plus sombre. Beaucoup plus sombre, oui. Au lieu de la séparation tragique, mais disons vertueuse, là, les deux jeunes amants sont carrément massacrés ensemble par des Iroquois. Ah oui, c'est brutal, hein. Très brutal. Ça rappelle plus les Natchez de Chateaubriand. Et puis, peut-être aussi la morale un peu rigide de l'époque qui voulait que même l'amour le plus pur finisse mal pour ne pas trop valoriser le bonheur sur Terre, quoi. D'accord. Et après ce roman, il ne reste pas longtemps au Québec, si je comprends bien. Non, pas du tout. Il part aux États-Unis. Très vite, en fait. Ah oui. Dès 1868, où elle repère à Burlington, dans le Vermont, il donne une conférence sur la nécessité d'une union des Canadiens français aux États-Unis. Intéressant. Déjà, ce thème de l'union, mais aux États-Unis. Oui, et on sent déjà un changement. Il s'éloigne des thèmes patriotiques, un peu passéistes de son roman, pour adopter des idées plus républicaines, voire anticléricales. Il admire des figures américaines progressistes. Et il ne fait pas que parler, il agit. Début 1869, il lance un journal. Exactement. À Vergennes, toujours dans le Vermont, le journal s'appelle l'Union canadienne. Il trouve même un homme d'affaires local pour le financer. Son but, c'est d'unir, d'éduquer les Canadiens français qui ont émigré. Il a déjà un certain charisme, on dirait, pour convaincre les gens. Ah ça oui,
Un pouvoir de persuasion certain. D'ailleurs, le journal fusionne très vite avec une autre petite feuille locale, le Charivari, qui est dirigé par un certain T.H.N. Lamer, un républicain assez militant. Donc sur le papier, ça semble bien parti, l'union fait la force. Ça semble, oui, parce que l'association va exploser en plein vol. Très vite. Mi-mai 1869, à peine quelques mois après le lancement, Duquet disparaît. Brusquement. Disparaît. Évaporé. Et là, le scandale éclate au grand jour. Ah, Et c'est vraiment un moment charnière. C'est pas juste une petite erreur de parcours. C'est l'acte fondateur de ce qui va devenir son mode opératoire, en quelque sorte. racontez-nous ça. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? C'est simple et assez brutal. Duquet avait fait une tournée dans les environs pour vendre des abonnements au journal. Oui. Il a encaissé tout l'argent des abonnements. Il a aussi pris la caisse d'une petite société Saint-Jean-Baptiste qu'il venait tout juste de créer. Et il a filé. Il est parti avec l'argent, Laurent. Avec tout l'argent, sans payer ses dettes, notamment sa chambre d'hôtel, sa pension, les journaux de la région, et même certains au Canada, le traitent de vaurien, parlent d'escroquerie. La totale. C'est ça, fraude, vol et fuite. C'est une rupture très nette. Et c'est aussi une rupture avec la communauté franco-canadienne organisée aux États-Unis. Après ça, il ne s'y associera plus jamais publiquement. Et après cette débâcle, on n'entend plus parler de lui pendant un moment. Silence radio pendant presque 3 ans. Disparu des radars. Et puis, le coup de théâtre. Mars 1872. Il refait surface. Oui, à Erie, en Pennsylvanie. Mais attention, Édouard Duquet, le jeune écrivain québécois, l'escroc du Vermont, il est mort et enterré. Ah. Ouais, Place au vicomte AED de Rupert-Pelda. incroyable. Une transformation complète. Total. Il s'invente une nouvelle identité, une nouvelle biographie. Il est maintenant un réfugié politique français et noble, s'il vous plaît. D'accord. Et qu'est-ce qu'il raconte? Oh, une histoire rocambolesque. Né à Paris, la date est d'ailleurs très proche de sa vraie date de naissance, c'est malin. Fils d'un comte, décédé, pratique, ça évite les vérifications. Études prestigieuses à Paris, Toulouse, voyage, service militaire en Afrique. Et le clou du spectacle, Oui. il prétend avoir été un témoin clé, voire un acteur, de la Commune de Paris en 1871. Et il se serait échappé de justesse grâce à l'aide de l'ambassadeur américain. C'est énorme. Ça sort d'où, tout ça? On dirait du Balzac. Exactement. C'est digne d'un roman. Mais est-ce que ça tient debout? Pas vraiment. Si on regarde les dates, il y a plein d'incohérences. Mais ça passe fille. Apparemment, oui. Il faut dire que l'Amérique de l'époque était assez fascinée par l'aristocratie européenne, même un peu bidon. Et puis, il a le charme, l'assurance, le vicomte. La preuve, c'est qu'il s'intègre très vite à Erie, cette ville de Pennsylvanie. Très vite, il devient professeur de français dans une institution locale réputée, l'Erie Academy. Il donne des cours privés. Et en juillet 1872, quelques mois à peine après son arrivée, sous sa nouvelle identité, il se marie. Oui, et pas avec n'importe qui. Il épouse Catherine Elizabeth Clark. Qui est-elle? Elle vient d'une des familles les plus riches et les plus influentes d'Erie. C'est un mariage qui lui donne une façade de respectabilité immédiate et, un certain ancrage financier aussi, sans doute. D'ailleurs, il restera basé à Erie pendant 24 ans. 24 ans, c'est une longue période. Une forme de stabilité, enfin. En apparence seulement. C'est ça qui est troublant. Malgré ce mariage, malgré la naissance de 2 enfants, Atala en 1875 et Eudore en 1878, Rupert vit souvent séparé de sa femme. Il loge en pension, à l'hôtel. Ah oui? Ouais. Oui. Et les enfants, en fait, seront élevés principalement par la grand-mère maternelle et une tante, la famille Clark, quoi. Et ces prénoms, Atala, Eudore, ça vient de Chateaubriand, comme pour son roman Pierre et Amélie, non? Exactement. Et c'est assez ironique, voire tristement prémonitoire, quand on voit ce qu'il adviendra de ses enfants. Oh, qu'est-ce qui leur arrive? Eh bien, leurs destins sont assez tragiques. Atala sera internée très jeune dans un asile psychiatrique vers 1895 et elle y mourra en 1902. Oh non. Et Eudore, le fils, finira ses jours dans la pauvreté, l'indigence même. C'est un peu le coût humain, souvent caché, de cette vie d'imposture et d'instabilité de leur père. C'est terrible. Et pendant ces années à Erie, sous son nom de vicomte, il continue d'écrire, de publier. Oui, il ne s'arrête pas. Dès 1872, juste après son mariage, il publie une méthode de français. A New and Easy Method of Instruction, etc. Et elle est comment, cette méthode? Elle est immédiatement critiquée, et pour bonne raison. D'abord, le plagiat. Encore? Oui,
Il reprend tel quel, sans le citer évidemment, un passage d'un auteur québécois assez connu, Napoléon Bourassa. Pas très subtil. Non. Ensuite, la méthode est pleine de mots savants, hyper techniques, complètement inutiles pour des débutants, genre flabelliforme, goniomètre, Pour apprendre le français, ça aide pas vraiment. pas du tout. Et pour couronner le tout, le livre est bourré de fautes d'orthographe. Clairement, le but, c'était plus de se faire mousser, de promouvoir le vicomte professeur, que d'aider les gens à apprendre le français. Il publie aussi un essai politique en 1874, Republicanism in France. Ça, c'est quand même paradoxal pour un type qui se fait appeler vicomte, non? C'est toute l'ironie, et peut-être le cynisme du personnage. Voilà un aristocrate autoproclamé qui fait l'éloge de la République, qui prône l'abolition des castes, le nivellement social, et en même temps, c'est un renégat canadien-français qui, dans ce même livre, va condamner ceux qui oublient leurs origines. Hmm. Il dédie l'ouvrage à Léon Gambetta, grande figure républicaine française, mais il continue à utiliser son titre de vicomte partout. Les contradictions ne semblent pas l'étouffer. Pas le moins du monde. Il vit avec, apparemment sans problème. Et il continue sur sa lancée d'érudit autoproclamé avec, en 1878, une espèce de grande carte murale sur les langues, l'histoire, la Philological and Historical Chart, encore une œuvre pour impressionner. Très probablement. Elle est aussi critiquée pour son manque de clarté, son côté un peu catalogue indigeste, son érudition tape à l'œil. Mais ça lui sert de prétexte pour voyager et donner des conférences. Ah, le voyageur errant. Oui, notamment en Californie, en 1879-1880. Là-bas, il rencontre des personnalités locales. Il séduit son public en le flattant, la fameuse captatio benevolentia, l'art de capter la bienveillance, et il expose ses théories sur les langues, les races, avec l'assurance du grand savant voyageur. Et de retour de Californie, il publie un livre sur ce voyage, Californians and Mormons. C'est vers 1880-1882. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on y trouve? Encore un mélange très typique de son style. C'est-à-dire? Des descriptions très romantiques des paysages, un peu à la Chateaubriand encore. Des critiques assez acerbes de la société californienne, avec un portrait très drôle du parvenu, qui est, sans qu'il s'en rende compte, un autoportrait. Ah. Des éloges de la bonne bouffe, du vin californien, mais aussi une attaque très violente contre les Mormons en Utah, qu'il voit comme une secte dangereuse et anti-américaine à cause de la polygamie. Et il est autre chose. Oui, un très fort sentiment anti-chinois. Bon, il faut dire que c'était très répandu en Californie à cette époque-là, malheureusement. Le livre reçoit un accueil mitigé. Certains aiment bien son esprit, d'autres pointent les erreurs, les partis pris. Et pendant ce temps, à Erie, il continue ses petites affaires. Journalisme anonyme, conférences payantes. Mais on apprend aussi qu'il commet un autre plagiat majeur. Oui, un plagiat vraiment éhonté. En 1889, il y a un gros débat public sur la prohibition de l'alcool. Et notre vicomte publie une brochure contre la prohibition. Et Et elle est copiée presque mot pour mot sur des textes d'autres auteurs, notamment un expert en la matière, nommé Gallus Thoman, et des articles de journaux. Il n'y a quasiment rien de lui dedans. c'est incroyable, il ne recule devant rien pour maintenir son image. Absolument. Sa façade d'intellectuel public, c'est essentiel pour lui. Mais cette façade, elle finit quand même par se fissurer à Érié. Sa femme, Catherine, meurt en 1896. Et peu de temps après, il quitte la ville. Oui, après 24 ans passés là-bas. C'est probable que l'histoire du plagiat ait fini par se savoir ou que sa réputation se soit vraiment dégradée. La mort de sa femme est sans doute aussi un tournant. En tout cas, il part. Et que fait-il? Il se range enfin? Non, pas du tout. Au contraire, il retombe immédiatement dans ses vieux démons. Le naturel revient au galop. C'est-à-dire Il refait le coup de Vergène, exactement le même schéma. mais en plus gros cette fois. Fin 1896, quelques mois après avoir quitté Erie, il débarque à Titusville, une autre ville de Pennsylvanie. Il s'installe dans l'hôtel le plus chic, Sous quelle identité? toujours vicomte. Non, cette fois, il se fait passer pour un comte français. Encore mieux. Il donne des conférences, il mène grand train, et puis, à court d'argent, il tente carrément d'encaisser une fausse traite, un faux chèque des banquiers Rothschild. Des Rothschild. Mais c'est fou. L'audace, c'est incroyable, oui. Évidemment, ça ne marche pas. Il accumule les dettes, plus de 500 $, une somme énorme à l'époque, et en avril 1897, il s'enfuit en pleine nuit. La police est alertée, on le signale brièvement dans une ville voisine, plus rien. C'est Vergène, mais 27 ans plus tard. Hein. C'est fou ce besoin de répéter. C'est exactement ça. Le personnage change un peu, vicomte, comte, mais le mécanisme est identique.
Séduction, abus de confiance, vol, fuite. Et juste avant de s'enfuir de Titusville, il y a un épisode particulièrement sombre et triste. Lequel? Il rend visite à sa fille, Atala, celle qui était internée dans un asile psychiatrique, pas très loin de là. Ah oui. On peut imaginer cette dernière rencontre entre le père en fuite et sa fille malade. C'est terrible. Ouais, ça donne froid dans le dos. Après ça, il se calme un peu. Il y a une période en Ohio, en Indiana. Oui, pendant 2 ou 3 ans, il semble y avoir une accalmie. Il passe par plusieurs villes, Lima, Piqua, Greenville, Richmond. Il enseigne le français, mène une vie plus discrète, gagne même le soutien de notables locaux. On pourrait croire à une sorte de repentir. Mais ça ne dure pas, Esser. Non. Ou alors, c'était juste la peur des conséquences de l'affaire de Titusville. Fin octobre 1899, nouvelle fuite précipitée de Greenville à Richmond. Cette fois, on le poursuit par télégraphe. Ah, quand même. Le cycle infernal reprend. Il réapparaît dans une ville, enseigne, charme les élites locales, puis il repart juste avant que les problèmes ne le rattrapent. Franklin, Columbus, Evansville. Jusqu'à ce qu'il rencontre une autre femme. Il semble que ce soit un autre schéma récurrent chez lui. Très juste. En 1902, on le retrouve à Burlington, dans l'Iowa cette fois. Il enseigne là et aussi à Monmouth, Illinois. Il est malade, d'ailleurs. La goutte apparemment. Il loge à l'hôtel Delano, tenu par une veuve, Elizabeth Stone. Et là, Coup de foudre. Ou coup moté, on ne sait pas trop. Toujours est-il qu'il se marie très vite, en juin 1902. Il déménage à Saint-Louis. Elizabeth achète un hôtel là-bas. Puis ils vont à Chicago vers 1905. c'est à Chicago qu'il obtient la citoyenneté américaine? Oui, en avril 1906, juste avant que la loi ne devienne plus stricte d'ailleurs. Et bien sûr, il fournit de fausses informations sur toute sa vie passée. Et petit détail ironique, pour devenir citoyen américain, il doit renoncer officiellement à son titre de noblesse. Lui qui s'en est servi pendant plus de 30 ans. Voilà. Peut-être aussi par prudence, car à l'époque, on commençait à se méfier de tous ces faux nobles européens qui venaient épouser de riches héritières américaines. Et cette Elizabeth Stone, elle devient une victime de plus. Tout porte à le croire. Le phénomène des faux comtes et vicomtes qui plument les riches américaines était très courant. Il y avait même des pièces de théâtre et des romans là-dessus. Il semble bien que Rupert Duquet ait vécu sur l'argent d'Elizabeth, lui ait fait acheter une grosse maison de pension à Chicago, avant de la laisser tomber, probablement sans un sou, vers la fin 1910. Et son fils, Udor, Et lui, il est là aussi? Oui, Udor vit avec eux à Chicago pendant environ 2 ans, entre 1908 et 1910. Puis la maison est vendue et Rupert Duquet quitte Chicago vers juin 1910. Elizabeth est abandonnée. Mais non, pas du tout. Ultime changement d'identité. C'est ça qui est fou. Il n'arrête jamais. Adieu le vicomte de Rupert, il devient Edgar Dupuis. Dupuis, d'où ça sort? C'est simplement la partie nom de famille de son alias noble. A.E.D. de Rupert. Il garde Dupuis. Malin encore une fois. Et que fait Edgar Dupuis? Il retourne au Canada. C'est quand même incroyable. En juin 1910, il arrive à Toronto et il commence un grand voyage de presque 2 ans dans l'est du pays. Toronto, Ottawa, Québec, Montréal, Saint-Jean au Nouveau-Brunswick, Halifax. Il refait le chemin inverse en quelque sorte. Oui, et avec quel personnage cette fois? Alors, Celui d'un Américain d'origine française et anglaise. Un touriste, un observateur, cultivé, et surtout fortuné sans doute avec l'argent qu'il reste d'Elizabeth Stone. Il observe le Canada, il donne son avis, il donne des leçons. et ce voyage va donner son dernier livre. Oui, Eastern Canada and the People Therein, publié en 1912. Et que raconte-t-il sur le Canada 40 ans après l'avoir quitté? Encore une fois, c'est un mélange de critiques et d'éloges, plein de contradictions. Toronto est belle, mais trop puritaine et intolérante. Ottawa a du potentiel, mais reste provinciale. Le Québec est pittoresque, mais intellectuellement en retard, selon lui. Il dénonce le puritanisme, le conservatisme, le colonialisme canadien. Et il propose comme solution radicale Quoi donc? l'annexion du Canada aux États-Unis. Rien que ça. Il n'y va pas de main morte, non. Mais, et c'est là une de ses dernières et plus fascinantes contradictions, dans le même livre, il prend aussi très ardemment la défense des Canadiens français. Lui, le renégat. Lui-même, lui qui avait fui et renié ses origines, le voilà qui défend leur langue, leur histoire, leur résilience face à ce qu'il perçoit comme l'hostilité anglo-canadienne. Il va même jusqu'à reconnaître le rôle social positif du catholicisme québécois. L'anticlérical d'autrefois. Oui,
tout en critiquant quand même le contrôle de l'Église sur la lecture avec l'index, cette fameuse liste des livres interdits aux catholiques. Il appelle à l'unité des Franco-Canadiens. Et comment ce livre est-il reçu au Canada? Très différemment selon les communautés. L'accueil est plutôt positif au Canada français, où on apprécie sans doute la défense de leur identité. Mais c'est un rejet total au Canada anglais. On le trouve condescendant, donneur de leçons, et surtout, on n'aime pas du tout son idée d'annexion aux États-Unis. On imagine. Stylistiquement, c'est toujours le même Duquet Rupert. Oui, on retrouve sa veine romantique dans les descriptions, ses images parfois hyperboliques, ses comparaisons exotiques, et ses obsessions aussi, comme la propreté des rues. Ça revient tout le temps. Par contre, contrairement à d'autres récits de voyage de l'époque, il évite soigneusement toute référence personnelle, toute réminiscence. Il protège sa nouvelle identité d'Edgar Dupuy. Et pendant ce grand voyage canadien, il fait une halte à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. Et il ne fait pas que passer. Non, effectivement, il s'y arrête plusieurs mois, de septembre 1911 à mars 1912. Et que fait-il alors? Il reprend l'enseignement du français, sous le nom de Dupuy, bien sûr, et il y rencontre Catherine Austin Bott, une autre veuve et hôtelière elle aussi, décidément. C'est un schéma. Et il l'épouse. Il l'épouse, oui. Ce sera son 3e mariage connu. C'est en octobre 1914. C'est aussi à Saint-Jean, en 1912, qu'il donne une nouvelle version, encore plus héroïque et délirante, de son prétendu rôle dans la Commune de Paris. Il n'est plus seulement témoin, il est carrément un soldat blessé au combat. La légende ne cesse de s'amplifier avec l'âge. Ce personnage est incroyable. Et avec cette 3e épouse, il retourne aux États-Unis. Oui, le couple s'installe à Albany, la capitale de l'État de New York, vers 1915. Ils y restent près de 10 ans, jusqu'en 1924. C'est une période plus calme, peut-être? Relativement, oui. Ils tiennent une maison de pension avec les enfants de Catherine. Lui, Edgar Dupuy, semble moins chercher à briller, moins flamboyant. Peut-être que l'âge commence vraiment à peser, il a dépassé les 70 ans, ou peut-être que dans une grande ville comme Albany, c'est plus difficile d'impressionner et de monter des armaques. Mais il y a quand même un drame qui survient à Albany en 1923. Oui, un événement assez terrible. Le 2 novembre 1923, alors qu'il a 77 ans, Edgar Dupuy est violemment agressé et volé juste devant chez lui. Oh là là. C'est un choc énorme pour lui. Pour l'ancien escroc, l'imposteur, être victime d'un crime comme ça. Le biographe suggère que ça a pu être vécu comme une sorte de justice immanente, de retour de bâton. En tout cas, cet événement semble vraiment le briser physiquement et moralement. Et c'est un peu le début de la fin pour lui. Oui, tout à fait. Après cette agression, le couple quitte Albany. Il retourne à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, au printemps 1925. Catherine reprend son ancien hôtel. Et lui, Edgar Dupuy. Lui, il est désormais âgé, il approche des 80 ans. Il est diminué, retiré de toute vie publique, dépendant de sa femme. Il développe un cancer à l'été 1927 et il meurt le 17 janvier 1928. Il avait 81 ans. Et sa mort, ou plutôt son enterrement, est à l'image du reste de sa vie, pleine de secrets. Exactement. C'est très significatif. Il est inhumé au cimetière Cedar Hill de Saint-Jean. Il est enterré tout près du lot familial de sa femme, la famille Butt, mais pas dedans. Comme s'il restait un étranger, même dans la mort. Et surtout, il n'y a aucune pierre tombale. Rien. Aucune inscription pour marquer l'endroit où repose Édouard Duquet, AED, de Rupert Edgar Dupuy. L'anonymat qu'il a passé sa vie à fuir en changeant sans cesse d'identité, eh bien, cet anonymat le rattrape finalement dans la mort. Le secret est préservé jusqu'au bout. Quel parcours! C'est absolument vertigineux. Écrivain, enseignant, journaliste, conférencier, ça c'est la face visible. Oui, Et puis l'autre face, escroc, plagiaire, mythomane, kleptomane. Un caméléon social, comme dit Ferland. Une vie constamment sur le fil, fondée sur le mensonge, et pourtant, paradoxalement, une vie qui laisse des traces écrites, des livres, des articles. c'est ce paradoxe qui fascine le biographe Rémi Ferland. Il insiste beaucoup sur les contradictions qui persistent jusqu'à la fin. Cet anticlérical qui finit par défendre le rôle social du catholicisme québécois. Ce républicain farouche caché sous un titre de noblesse inventée. Ce renégat qui renie ses origines canadiennes-françaises avant de devenir leur avocat passionné des années plus tard. C'est déroutant. Oui, et Ferland souligne aussi qu'il reste des zones d'ombre, des documents qui manquent, des journaux perdus. Le mystère du quai Rupert Dupuy n'est sans doute pas encore totalement percé. Alors finalement,
Que retenir de cette vie complètement hors norme, de cette traversée de l'Amérique du Nord, sur près de 60 ans, sous des identités multiples, pleines de faux semblants et d'impostures? C'est vraiment la question qui reste en suspens, n'est-ce pas? Bien sûr, il y a la condamnation morale, qui est assez évidente face au vol, au plagiat, aux vies brisées qu'il a laissées derrière lui, notamment celles de ses femmes et de ses enfants. Oui, bien sûr. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça nous dit, cette capacité incroyable à se réinventer sans cesse, à changer de peau, de nom, d'histoire? Est-ce que c'est juste l'histoire d'un escroc particulièrement doué et charismatique? Ou y a-t-il autre chose? Ou est-ce qu'il y a une dimension plus tragique peut-être? Celle d'un homme fondamentalement incapable de prouver sa place, d'assumer qui il était vraiment, condamné à jouer des rôles encore et encore, jusqu'à disparaître finalement sans même laisser un nom sur sa tombe. Peut-être que sa plus grande création, au fond, aussi imparfaite et destructrice qu'elle ait été, c'était sa propre vie. Cette performance hallucinante et incessante. Le secret des doigts de thé, finalement, il continue de nous échapper un peu et de nous interroger sur ce qu'est l'identité, l'ambition, la vérité et le mensonge.